Bonjour à toutes et à tous pour un nouveau numéro des contrepoints de la santé consacré au débat sur la fin de vie et plus précisément à l'aide active à mourir. L'aide active à mourir est-elle un soin ? Le débat sur la fin de vie est bien évidemment un sujet complexe qu'il faut traiter avec humilité et humanité. Il n'y a pas de certitude et ce d'autant plus que les certitudes qu'on peut avoir en bonne santé ne seront pas forcément les mêmes en fin de vie. Beaucoup a été dit, il faut développer les soins palliatifs, un plan décennal est annoncé. La possibilité de la sédation profonde et continue jusqu'au décès doit être mieux appliquée, le fameux endormir pour mourir sans souffrir. Tout le monde ou presque est d'accord, le cadre actuel n'est plus adapté aux différentes situations, soit par manque de moyens et d'organisation, soit de par la loi. Nous voudrions nous concentrer au cours de ce débat sur l'aide active à mourir, suicide assisté et ou euthanasie. Quelle acceptabilité sociétale, quelle compréhension et contraintes pour les soignants, quelle situation donnant accès à l'aide active à mourir. Concrètement, quelles sont les pratiques et organisations pour que cette possibilité, si elle est autorisée, rentre réellement dans les faits. Pour en débattre, donc, Jean-François Delfrécy, président du Comité consultatif national d'éthique, Michel Lévy-Soussan, médecin qui s'occupe d'accompagnement et de soins palliatifs à la Pitié-Salpêtrière à Paris, Jean-Marcel Mourgue, vice-président de l'Ordre des médecins, Alexandra Tibiana, conventionnelle, on pourrait dire membre de la Convention citoyenne qui a été félicitée par tous, la Convention et vous aussi. Cette émission est enregistrée mercredi 26 avril dans la matinée à Paris, à la Villa M. Merci à nos partenaires, BVA, Groupe Pasteur Mutualité, MSD, Point Vision et CARE. Voilà, Pascal, première question. Oui, nous sommes très heureux évidemment de vous recevoir aujourd'hui. Nous sommes en plein dans une forme d'actualité, même si c'est un sujet tout à fait fondamental que nous allons traiter ce matin et que vous avez traité pendant plusieurs mois. Combien de temps d'ailleurs, Alexandra Tubiana ? Oui, excusez-moi. 27 jours sur 4 mois, à peu près. Oui. Vous êtes psychologue ? Oui, je suis psychologue. Vous êtes installé où ? Oui, en libéral à Nancy. Très bien. Et vous avez été donc, comme dit Philippe, une conventionnelle. Et oui. Comment vous en êtes arrivé là ? Eh ben, un jour, mon téléphone a sonné. Je ne connaissais pas le numéro. Je me suis demandé si je répondais. Je me suis dit, tiens, oui, pourquoi pas. Et puis, on m'a dit, voilà, est-ce que vous voulez participer ? Alors, j'ai dit oui tout de suite, parce que le sujet m'intéressait. Mais je me suis un peu demandé si c'était pas une petite blague ou quelque chose. Mais voilà. Donc vous n'avez pas hésité, et vous n'avez pas regretté ? Jamais, oui. Jamais. C'était une expérience extraordinaire. Oui, mais on a dit que effectivement, on a dit que cette convention, visiblement, s'était bien passée, encore qu'on ne connaisse pas la fin de l'histoire. Ça n'est finalement qu'un début. Mais enfin, la convention sur l'environnement, il y en a eu d'autres, et puis ce sera peut-être de plus en plus fréquent, et finalement. Toutes ne se sont pas, parfois, certaines ont déçu, en d'autres termes. Celle-là. Oui, mais je pense que là, le positionnement s'est fait de manière à ce qu'il n'y ait pas tant de déception que pour la Convention sur le climat. Il a bien été dit que le résultat n'allait pas être pris tel quel, que nous étions une voix parmi tant d'autres. C'est les citoyens qui apportent leur contribution à un débat national. Voilà. Donc, pour commencer un peu, vous avez surtout parlé de l'aide médicale à mourir. Oui. Vous avez parlé de l'euthanasie aussi. L'aide active à mourir, Pascal. Et moi, j'ai dit souvent l'aide médicale à mourir. C'est vrai, je confonds les deux mots. Oui. On va en parler. Oui. Oui, effectivement. On regroupe l'aide active à mourir qui se distingue de l'aide médicale à mourir, puisque l'aide active à mourir peut tout à fait ne pas être liée au corps médical. Après ça, c'est le débat, justement. Et donc, on a parlé d'euthanasie et de suicide assisté. Et alors, je voulais vous demander, vous êtes psychologue, donc j'imagine que vous étiez formé, peut-être pas à ce sujet spécifiquement, mais enfin, malgré tout, vous êtes une spécialiste, dans le fond, une experte. Et les autres étaient comment ? Les autres membres conventionnels ? Alors, juste pour préciser, moi, j'ai fait un petit peu de recherche sur le suicide pendant 10 ans. Donc, j'avais quand même une petite idée. Bien évidemment, voilà, c'est le hasard des choses. Les autres, parfois, étaient tout à fait vierges, j'ai envie de dire, sont arrivés sans idée préconçue, sans même y avoir pensé.
Donc on avait quand même un panel, il y avait des soignants, je n'étais pas la seule, il y avait des gens qui étaient intéressés par le sujet, qui avaient une opinion très formée, donc ça, vraiment c'était très diversifié. Et donc vous avez parlé de ces sujets-là, on va y revenir, mais finalement à la fin quand même, une partie ne veut pas aussi que les choses évoluent, ou en tout cas ne veulent pas nécessairement ce mot qui est quand même très fort, celui d'euthanasie. Enfin, on a retenu ça. Alors, ce qu'on rappellera, c'est qu'il y a un consensus sur le fait que les choses le parcours de fin de vie doit être amélioré. Ça, c'est 97% des conventionnels qui sont d'accord là-dessus. Maintenant, effectivement, un quart, 26% à peu près, des conventionnels se sont prononcés contre l'aide active à mourir. Et dans ceux qui sont pour, il y a des avis très différents. C'est une palette assez fine. Je voudrais vous demander, dans cette première phase encore de questions, est-ce que c'était serein, ces débats? Oui. Alors, vraiment. Et est-ce qu'il y avait une partie un peu idéologique, ce qui n'est pas d'ailleurs anormal, enfin on peut faire de l'idéologie. Mais... Alors, les débats ont été sereins dans la mesure où... bien évidemment, il y avait des moments où c'était plus tendu que d'autres parce que c'est un sujet extrêmement intime qui fait appel au vécu de chacun. Il y avait des positions parfois un petit peu raides, mais sur 27 jours et 184 participants, dont aucun n'a arrêté en cours de route, je n'ai jamais entendu ni cri, ni voix trop forte, ni insulte, rien. Le débat a toujours été extrêmement respectueux. Alors au bout d'un moment, on n'arrête pas de dire c'était respectueux, bienveillant, ça commence à faire un peu lénifiant, et pourtant c'est vrai. Est-ce que vous pensez que les spécialistes qui sont venus vous expliquer tel ou tel point étaient, est-ce qu'on peut dire, impartial, ou est-ce qu'il n'y a pas un biais en fonction des gens qui viennent donner leur avis? Alors, les gens qui sont venus nous donner leur témoignage ou leur expertise étaient nécessairement partials, puisqu'ils venaient exprimer un point de vue. Est-ce qu'il y avait un biais dans la sélection des intervenants? C'est possible, peut-être, mais je ne vois pas comment on pourrait organiser un tel événement sans qu'il y ait des biais. Il y a toujours des biais. D'accord. Ça fait partie du jeu. Donc après, à chacun, justement, de faire son chemin et d'avoir sa pensée propre. D'accord. Alors Michel Lévy-Soussan, dont vous êtes médecin, vous vous intéressez à l'accompagnement et aux soins palliatifs. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet, si je puis dire, avec vous. Vous êtes plutôt pour l'aide active à mourir et vous considérez que c'est un soin. Alors, alors que c'est ôter la vie, alors comment concilier ce paradoxe? Et alors justement, est-ce qu'il ne faudrait pas parler plutôt d'aide médicale à mourir? Comment vous voyez ça comme un soin? Expliquez-nous un peu. Oui, alors je vais peut-être revenir un peu en arrière. Je suis effectivement médecin, comme vous l'avez rappelé, à la Pitié-Salpêtrière et responsable d'unité mobile d'accompagnement et de soins palliatifs depuis 25 ans maintenant, et co-animatrice d'une cellule de support éthique qui s'est mise en place pendant le confinement, où il y a eu des conditions d'émergence de travail collectif tout à fait particulières. Et on a mis notamment, en dehors des saisines cliniques, cette question de l'accompagnement de fin de vie au centre, depuis le début de la Convention citoyenne, de nos travaux, de la cellule de support éthique, de manière transversale au sein de tout l'hôpital, non seulement avec les soignants, mais aussi avec tous les professionnels des fonctions de support de l'hôpital. Ça peut être aussi bien les personnes qui sont aux admissions, qui recueillent les noms des personnes de confiance, que les directeurs ou toute personne qui participe à la vie hospitalière. Et dans ma clinique, comme Alexandra le rappelait, c'est une clinique, bien sûr, où la dimension technique de la médecine est un peu moins présente, ou en tout cas, elle est présente de manière réflexive, c'est-à-dire on questionne le projet de soins et on questionne la place de la technique dans le projet de soins, que ce soit au niveau des examens biologiques, radiologiques, ou même bien sûr des interventions thérapeutiques. Donc tout ça est en question dans un moment où la médecine touche à ses limites. Mais en quoi le suicide ou l'euthanasie
peut être un soin. Alors, voilà, juste pour vous dire, j'ai pris ce temps-là pour rappeler que je ne suis pas arrivée à cette position d'emblée. On parlait de position idéologique, mais je trouve que c'est important aussi de pouvoir à la fois se référer à sa subjectivité, aussi à ses positions citoyennes et à ces références professionnelles communes que nous partageons. Mais on voit bien au sein des équipes, pour parler d'un patient, il y a des positions multiples. Et c'est important de voir aussi les ressorts individuels de ces positionnements multiples. Effectivement, depuis quelques années, et notamment depuis l'avis sur lequel on va revenir du CCNE, de l'avis 139, il y a plus de patients et plus de médecins, et notamment neurologues, qui nous adressent à l'équipe mobile d'accompagnement et de soins palliatifs des patients, surtout atteints de maladies neurodégénératives, qui sont dans des demandes d'aide médicale à mourir. Et donc, nous apprenons aussi à accueillir et à entendre d'une manière aussi nouvelle, puisqu'on en a parlé, cette question est une question de société qui nous concerne toutes et tous. Et là, les professionnels, on apprend à entendre nouvellement cette question qu'ils nous adressent. Il faut savoir que les patients, même avec la loi Claes-Leonetti, ils ne viennent pas en fin de vie en demandant « voilà, je suis en fin de vie, j'ai droit à une sédation profonde continue jusqu'au décès ». Tout ça se situe dans une relation de soins qui est une relation mise à l'épreuve par l'extrême vulnérabilité du patient et de ses proches dans ces moments-là. Et donc, ça dépend aussi, bien sûr, de la façon dont le médecin et dont l'équipe va amener dans la relation de soins les possibilités d'accompagnement. Mais ce que vous dites, c'est qu'on ne peut pas abandonner un patient. C'est voilà, ça votre, exactement. votre point exactement. Et ce que je dis, c'est qu'on ne peut pas recevoir un patient uniquement avec le point de vue du droit, en disant votre demande aujourd'hui est irrecevable au regard de la loi française. Et donc, ce qui me paraît le plus important aussi, c'est que les soignants restent dans un rôle soignant et puissent entendre la détresse du patient avec leur oreille soignante. Mais donc, pour finir, effectivement, j'ai évolué récemment à considérer que certains patients sont dans un état de souffrance réfractaire qui nécessite, après vraiment tout un chemin clinique, de pouvoir considérer qu'il y a d'autres formes d'accompagnement que celles qui sont aujourd'hui proposées. Mais le suicide assisté, on comprend. L'euthanasie, injecter un produit qui va entraîner la mort, est-ce que c'est le rôle du médecin ? Alors, je pense que, de fait, aujourd'hui, les médecins, et on le sait en réanimation, sont au quotidien dans des décisions médicales qui vont entraîner la mort. On a voulu, bien sûr, ne pas parler d'euthanasie passive, on a intégré dans la première loi Leonetti le fait qu'arrêter les supports réanimatoires qui maintiennent artificiellement en vie sont recevables, bien sûr, aujourd'hui, et ça s'appelle des limitations et arrêts thérapeutiques qui font l'objet, n'est-ce pas, d'une réflexion, une collégialité de l'ensemble de l'équipe avec un tiers extérieur à l'équipe. Et tout ceci, il faut bien le dire et le rappeler, ce sont des décisions médicales in fine dont la conséquence va être la mort, qui parfois aujourd'hui sont des décisions qui sont suspendues avec des référés liberté. Voilà. On va en reparler peut-être. Pascal ? Oui, et puis avec une nécessité de, vous le soulignez, d'action collective, enfin en tout cas de toute une équipe soignante. Je voulais simplement que vous nous rappeliez, vous avez bien précisé que vous étiez responsable d'une unité mobile de soins palliatifs. Et je m'interrogeais sur, à Paris, la PHP, la Pitié-Salpêtrière, la Mecque de la médecine, il n'y a qu'une unité mobile de soins palliatifs. Enfin, et ma question par derrière, c'est est-ce que ce que l'on nous a dit pendant quelques semaines, enfin que nous savions, nous, puisque nous suivons ces questions, c'est qu'il y avait une très grande faiblesse des soins palliatifs. Mais enfin, quand on regarde les chiffres, ça a quand même augmenté. Oui, alors, alors, cette question que vous adressez, elle nous occupe depuis le début. Cette équipe est devenue, à la fermeture de l'Hôtel-Dieu, la plus ancienne en France. Et depuis le début, on se dit, mais il y aurait place pour créer une unité avec des lits dédiés d'accueil de soins palliatifs.
il faudrait probablement qu'il y ait 200 lits, probablement, parce que si on voit la population de patients qui seraient potentiellement concernés et qui pourraient être accueillis dans cette unité dédiée, ça serait très important. Et finalement, la philosophie en France, et je continue à penser qu'elle est bonne à cet égard, c'est de dire que le patient peut recevoir, être accompagné dans une démarche palliative partout où il se trouve, que ce soit en réanimation, en EHPAD, à son domicile, dans tout service de soins, de médecine ou de chirurgie, et que tout le monde peut et doit se sentir compétent. C'est-à-dire, ce n'est pas des services de soins palliatifs, ce que vous dites, c'est important. Ce n'est pas créer des services de soins palliatifs partout, mais c'est que tous les médecins soient formés au soutien dans ces circonstances. Pascal, peut-être... oui, peut-être à Jean-François Delfraissy. Donc, Madame Lévy-Soussan a parlé de cette... L'avis 139 qui était important. Alors, quand on regarde ce qu'a fait le CCNE et vous-même, on a peut-être l'impression, vous me direz si c'est vrai, que vous avez toujours été balancé, c'est-à-dire oui mais, oui et non, c'est-à-dire que dans le fond il faut évoluer mais peut-être pas aller jusqu'au bout. Enfin, dites-nous un petit peu quel est le sens de vos réflexions sur ce sujet. L'avis 139, il est sorti en septembre 2022. Nous l'avions, c'est une autosaisine du CCNE, ce n'est pas une saisine du gouvernement. Et on travaillait dessus depuis juin 2021, c'est-à-dire on était encore dans la crise Covid et j'avais décidé, parce qu'on voyait déjà des propositions de loi qui passaient devant le Parlement, j'avais décidé qu'il fallait que le CCNE se relance dans cette réflexion alors qu'il a une historique autour de ce sujet. L'avis du CCNE peut se résumer en 4 parties. Le fait que la loi Claes-Leonetti n'est pas suffisamment connue et appliquée, qu'on peut améliorer les soins palliatifs. Au passage, je ne suis pas du tout d'accord avec vous pour dire que ça marche mal en France sur les soins palliatifs. C'est faux. Hein. Quand on regarde le ratio de soins palliatifs par rapport à d'autres grandes démocraties européennes, l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne, les ratios ne sont pas si mauvais que ça. Il y a des trous dans la raquette en termes de services de soins palliatifs. Hein, c'est ce que vous indiquiez. Mais dans tous les départements français, on peut avoir accès à des lits de soins palliatifs. Il faut créer des unités, il y a des trous dans la raquette, on peut améliorer, il faut y mettre des moyens, et tout le monde évidemment est d'accord pour y mettre des moyens, enfin il n'y a aucune ambiguïté là-dessus. Mais non pas, moi j'ai vu se constituer par rapport, je suis un vieux médecin maintenant, j'ai vu monter en force finalement cette vision des soins palliatifs et cette culture palliative qui est encore insuffisante mais qui continue et qui devra être améliorée. Et Jean-François Delfraissy, dans votre avis, et ce que disait Pascal, c'est qu'on a le sentiment que vous dites l'aide active à mourir peut être une loi, mais il faut d'abord améliorer les soins palliatifs. Oui. Donc c'est oui, mais non. Non, c'est dire la loi Claes-Leonetti n'est pas suffisamment connue et appliquée. Est-ce qu'il faut attendre d'améliorer les soins palliatifs ? Non, attendez, je vous réponds. Deuxièmement, c'est le fait qu'il faut améliorer les soins palliatifs. Et troisièmement, et c'était là la rupture quand même, tout le monde l'a bien vu, hein, c'est de se dire, est-ce que même si on a tout ça, est-ce qu'il n'existe pas un certain nombre de situations assez rares, un peu exceptionnelles, où le pronostic vital est mis en jeu à moyen terme, le moyen terme se posant au court terme, qui est en partie résolu par la loi Claes-Leonetti. Moyen terme, c'est quelques semaines à quelques mois sur un certain nombre de pathologies. Alors on évoque les pathologies neurodégénératives ou de type SLA, mais aussi, par exemple, des 5e, 6e lignes de chimiothérapie avec des patients qui n'en peuvent plus et avec une vraie discussion autour d'une obstination déraisonnable dans certains cas où la médecine crée finalement, aide malgré elle, à créer un certain nombre de situations de ce type. Eh bien, nous avons dit que dans ces conditions, si évolution de la loi il y avait, vers une aide active à mourir de type suicide assisté, j'entends bien là-dessus, eh bien, il y a un certain nombre de considérations éthiques qui étaient à prendre en charge. Mais pas euthanasie. Je vous dis bien, suicide assisté. Et le 4e point, et je voudrais y revenir parce que c'est un point qui m'apparaît fondamental, c'est le CCNE a demandé à ce moment-là de dire qu'on prenne le temps, de prendre le temps de réfléchir. Hein, et a demandé, et je l'avais demandé au président de la République, qui se mette en place une convention citoyenne et se mette en place une série de réflexions.
Et d'ailleurs, ça a été suivi à très court terme avec cette Convention citoyenne dont on vient de parler. À côté de la Convention citoyenne, le CCNE et les espaces éthiques régionaux, parce qu'il existe des espaces éthiques régionaux, avec les différents partenaires, les CRSA, etc., dans les territoires, là où ça se passe, c'est-à-dire que ça ne soit pas uniquement quelque chose au niveau parisien, mais qu'on soit bien dans les territoires. On a pu organiser, là, au cours des derniers mois, en parallèle de la Convention citoyenne, 330 réunions. 330 réunions qui étaient plus des réunions d'information, où il y avait un peu de dialogue, bien sûr, de retour des citoyens. Ça que vous Non, mais c'est pour ça que je vous le dis. Mais ça n'a pas d'importance si vous ne Oui. le savez pas. L'important, c'est que ça ait lieu. On ne fait Oui. pas ça pour la publicité. Non, mais que ça on est sur un tout le monde sujet, le sache. on est sur un sujet qui est terriblement difficile, intime, et où il est fondamental que les citoyens s'en emparent. Théoriquement, Philippe n'a pas de mémoire, parce que vous l'aviez déjà dit sur le plateau. Les Français ne le savent pas. Et donc, ces 45 000 personnes, bon, c'est bien, on peut encore faire mieux. Ça participe, à mes yeux, à cet aspect, en dehors du sujet même de la fin de vie, et ce qu'a aussi réalisé la Convention citoyenne, d'un effort de démocratie en santé, de construction sur des sujets très difficiles, très, très humains, d'arriver à ce que, finalement, dans notre modèle démocratique français, un peu fragilisé, ou bousculé en ce moment, que sur ces sujets difficiles, eh bien, ce temps, par exemple, d'une opinion, d'un avis, soit d'un comité national d'éthique, soit d'une grande agence de recherche quand il s'agit de problèmes de plus médicaux, etc., suivi s'emparer ensuite par les citoyens avec des débats en région, suivi ensuite d'une convention citoyenne, permet d'avoir un acte 1 qui vient de se terminer pour mieux préparer et laisser alors aux politiques, laisser à nos représentants, et c'est eux qui évidemment porteront la loi, mais ils y arrivent en ayant déjà entendu, en ayant déjà vu les difficultés, l'extrême sensibilité que peut avoir ce Jean-François sujet. Delfossy, la Convention citoyenne est allée plus loin que le Comité consultatif national d'éthique sur l'euthanasie, vous l'avez rappelé. Il y a des circonstances où la personne, Maïd Charcot, etc., ne peut plus rien faire, donc vous l'abandonnez. Pourquoi vous n'avez pas mis l'euthanasie, c'est sûrement un mauvais mot parce qu'il véhicule beaucoup de choses, mais pourquoi vous n'avez pas proposé qu'il soit possible de faire une euthanasie? Écoutez, d'abord, c'est pas moi. Non, mais vous, c'est la réflexion du Comité national d'éthique. Je rappelle d'ailleurs que, y compris sur l'avis tel qu'il est, à peu près le même chiffre, d'ailleurs, c'est intéressant, de 20% des membres du CCNE ont fait un avis minoritaire où ils ne souhaitaient pas voir cette évolution. Et ça m'apparaît extrêmement sain que sur un sujet aussi complexe de ce type, il n'y ait pas une unanimité. Enfin, et je rappelle que le CCNE n'est pas composé que de médecins et de scientifiques, mais aussi de juristes, de grands juristes. Mais vous ne répondez de pas à la philosophes. question. Là. Si, je vais répondre. je vais répondre. Et je dirais que déjà dans l'évolution de ce qu'était la pensée du CCNE, qui était sur une autre pensée jusqu'à maintenant, qui, vous savez, oscille entre ce que peut être à certains moments certains progrès ou non-progrès de la médecine, et de l'autre côté, ce que peut être une évolution des citoyens, une évolution de la pensée des citoyens. On est sur une ligne de crête qui est parfois difficile à trouver. Donc nous avons pensé en effet qu'une première étape, en tout cas, devait aller vers une aide au suicide assisté. Pourquoi ? Eh bien parce qu'on touche là au fond de cette question de la balance qu'a mis en jeu le CCNE entre autonomie et solidarité. Autonomie, c'est la liberté d'un chacun. Est-ce que notre mort nous appartient ? Est-ce que notre mort nous appartient ? Ou est-ce qu'elle appartient à la société ? Et la société, vous le savez, l'a confiée depuis des années, elle l'a confiée maintenant aux soignants, puisque 75 à 80% des décès survient dans un milieu médicalisé. Donc la vraie question, elle est là. Et donc de l'autre côté, et certains poussaient aussi sur ces arguments, en disant attention, solidarité, parce que fragilité, s'occuper des plus fragiles, et on est en position fragile quand on est en fin de vie, indépendamment du statut social. Le statut social vous restez disparaît. contre aujourd'hui contre l'euthanasie. Le CCNE a donc indiqué qu'il y avait une possible ouverture à condition qu'il y ait un respect d'une série de conditions éthiques dont on pourra rediscuter et de voir le rôle du médecin dans ce sujet, et a posé la question sans être d'accord. Et alors, si un patient avait, je dirais, alors qu'il était conscient
je vais répondre à votre question, qu'il était conscient, indiquait qu'il souhaitait une aide médicale à mourir et une aide au suicide assisté. Puis ensuite, sa maladie évolue plus vite qu'on ne l'avait prévu, et on pense, et voilà, il n'est plus conscient. Est-ce que là, il peut y avoir, je dirais, une exception à l'euthanasie? Eh bien, nous ne sommes pas tombés d'accord, pour répondre à votre question, et donc nous l'abordons, mais en signalant bien que nous ne sommes pas tombés d'accord. Donc, en résumé, l'avis du CCNE ouvre avec prudence, en effet, et tant mieux que vous me disiez qu'on est prudent. Vous vous rendez compte si vous me disiez qu'on n'était pas prudent? Vous êtes imprudent, alors. Vous vous rendez compte? Heureusement que le CCNE est prudent. Sur un sujet aussi intime qui touche à l'humanité. Vous êtes la main tremble quand on écrit les premiers à sur ces sujets. Engagé le débat là-dessus, quelque sorte. Voilà. Et Jean-François Delfrécy, est-ce que sur un sujet comme celui-là, c'est presque un peu de science politique ma question, est-ce qu'il faut vraiment toujours chercher le consensus? Après tout, regardez sur des très grandes réformes sociales ou sociétales, humaines, par exemple, je sais pas... la retraite pas la retraite, mais quand il y a eu sur la peine de mort, si on avait cherché le consensus, on ne l'aurait pas trouvé. La société, elle était plutôt contre, quand M. Badinter a fait voter sa loi. Alors, est-ce que franchement, il faut... Le président de la République a dit d'ailleurs que la question était vertigineuse, ce qui me paraît assez juste de ce point de vue-là. Mais est-ce qu'il faut vraiment toujours chercher le consensus? Et ma deuxième question, je termine, on est au bout là quand même, non? Est-ce qu'on est au bout d'ailleurs? Est-ce que, en fait, finalement, on peut s'imaginer que dans quelques semaines ou mois, on ait une loi quand même? Alors, moi, je ne peux pas vous répondre, je ne suis pas un politique, je suis un médecin qui s'intéresse aux grands sujets sociétaux on ne peut pas dire qu'on ne vous a pas vu sur des sujets politiques. Non, c'était des sujets médicaux. C'était des sujets médicaux. Je ne cherche pas le consensus. Je n'aime pas les consensus mous, tout ça. Je suis plutôt quelqu'un d'assez actif. Non, mais c'est un sujet qui est très difficile. Et je me réjouis qu'à la fois au sein du CCNE et au sein de la Convention citoyenne, il y ait une minorité qui puisse exprimer, qui donne ses arguments, qui exprime qu'elle a des nuances, et je trouve ça extrêmement sain. Nous sommes dans des modèles un peu de construction où on sait écouter l'autre, où on construit dans un exercice, une fois de plus, qu'on essaie d'être un exercice d'intelligence collective. Mais là, il n'y a peut-être pas de consensus, mais on va vraiment vers une forte majorité favorable au suicide assisté, à l'euthanasie dans les sondages et puis la Convention citoyenne. Juste une dernière petite question. L'aide active à mourir, ça vient d'où cette expression? Écoutez, je pense que un des points de toute cette question autour de la fin de vie, c'est le problème des mots. Et on en a tous conscience, l'aide active à mourir, le suicide assisté. Alors, il aurait fallu que nous changions les mots. Et on l'avait évoqué au sein du CCNE. Puis inversement, changer les mots, au nom de quoi? Nous ne sommes pas là pour dire ce qu'il faut faire ou pas. On est là une sorte de boussole pour éclairer, je dirais, à la fois les autorités politiques et les citoyens. Alors, le gouvernement a proposé, et ils sont en cours d'ailleurs, avec un groupe de travail qui tourne autour d'un académicien pour changer les mots. J'ai malheureusement un peu peur que ce travail arrive trop tard, parce que ça entraîne une certaine confusion. Et que ça entraîne plus de confusion qu'autre chose. Mais vous avez raison. L'académicien, c'est Éric Orsena. C'est ça, oui. Mais l'aide active à mourir, qu'est-ce qu'il a inventé, cette expression? C'est le CCNE ou c'est... Non, c'est quelque chose qui existait déjà avant. On l'a repris, mais une fois de plus, en se rendant compte qu'en le reprenant, de même que le terme suicide assisté n'est pas un très bon mot. Je comprends la réaction d'un certain nombre de médecins là-dessus. D'accord. Jean-Marcel Moore, vous êtes vice-président de l'Ordre des médecins. Vous êtes un peu le gardien du temple, on va dire. Vous nous direz si c'est vrai. Donc, si l'aide active à mourir est autorisée par la loi, qui sera chargé de la réaliser, tant pour le suicide assisté que pour l'euthanasie, qui risque d'arriver dans la loi quand même? Le médecin, l'infirmier, le patient lui-même. Est-ce qu'il y aura une clause de conscience? Est-ce qu'il faut une clause de conscience? Et s'il y a une clause de conscience, ne risque-t-on pas de rendre cette dépénalisation impossible?
Alors, je vais m'exprimer, c'est toujours difficile d'intervenir le dernier parce que des choses... C'est pour ça que je serais redondant parce que des choses ont été dites et puis la prise de position de l'ordre des médecins est une étape intermédiaire parce que ce n'est pas l'ordre des médecins, ni d'ailleurs, sans être polémique, la Convention citoyenne qui écrira la loi dont on n'en connaît pas aujourd'hui les contours. Donc là, nous sommes collectivement, ordre des médecins, dépositaires de l'expression des médecins. Une grande enquête qui est passée relativement sous silence a été faite en ligne au dernier trimestre 2021, mais qui portait essentiellement sur la gestion de la pandémie Covid-19 et du système de santé. Et aussi, ces 9 derniers mois, une enquête auprès de nos conseils départementaux, conseils régionaux, à eux d'organiser dans leur territoire de compétences toutes les consultations qu'ils souhaitaient. Nous avons aussi auditionné nombreux collèges nationaux professionnels. Le professeur Delfrécy a été reçu, j'en ai le souvenir, par le président, etc. etc. Et alors ? Donc, nous sommes dépositaires d'une majorité de l'expression des médecins. Mais comme ça a été très bien dit dans la Convention citoyenne, son rapport, qui est un exemple de démocratie en santé, vraiment. Quelles qu'en soient les conclusions, mais il faut le saluer. Et d'ailleurs, j'intervenais récemment sur un plateau en région où c'était finalement, est-ce que l'évolution de la loi sur l'aide active à mourir n'est-elle pas le terme ultime de l'expression de libre arbitre de chacun 21 ans après la loi Kouchner du 4 mars 2002, vous voyez, où on peut aller. Il n'en demeure pas moins que l'expression, vous l'avez écrit dans ce rapport, il y a un nuancier d'opinion, et il y en a un, bien évidemment, chez les médecins. Il est dans des proportions à peu près inverses, mais comme ça a été dit, il ne peut pas y avoir consensus sur une évolution de l'aide active à mourir. C'est-à-dire inverse. Comment ? Vous dites inverse, c'est-à-dire que la majorité... Non, c'est-à-dire qu'une majorité de médecins s'exprime pour qu'il n'y ait pas d'évolution législative vers une aide active à mourir, mais avec des contrastes en fonction, en particulier, de la spécialité. On sait très bien qu'il y a des susceptibilités particulières dans l'expression, en particulier chez les médecins, et je ne suis pas le mieux placé pour en parler, qui sont dans des services ou des équipes mobiles d'accompagnement et de soins palliatifs. Il y a une ensuite d'opinion, il y a une diversité, et nous sommes dépositaires de cette expression. Voilà. C'est alors, en cela. Vous pensez qu'il faut une clause de conscience, bien évidemment. Alors, la clause de conscience, pourquoi ? Ça n'est pas défendre le dernier précaré du pouvoir médical, comme j'ai pu l'entendre. Non. C'est l'expression d'une conception d'un État laïque, ouvert et tolérant, dès lors que la loi se donne les moyens que celle-ci soit appliquée. Voilà, c'est tout. Mais alors, si la majorité des médecins est contre, on va, dans le cas le plus difficile, sur l'euthanasie, la loi ne sera pas appliquée. Vous faites erreur. J'ai organisé, lorsque j'étais président de mon conseil départemental dans Lot-et-Garonne, un débat public, il y a déjà une dizaine d'années, c'était avant la loi Claes-Leonetti. Il y a des médecins dans des associations très actives sur l'évolution du droit à mourir. Et la loi, selon les modalités qui restent bien évidemment à définir, je n'ai pas de projet de loi en face, et nous n'en avons pas autant que je sache, certains, je veux dire, répondront positivement dès lors qu'il y a une clause. La clause de conscience s'entend dès lors qu'il y a un réadressage, c'est-à-dire la possibilité de dire au médecin: je fais valoir ma clause de conscience, mais je vous adresse vers... Oui, mais c'est un peu comme les soins palliatifs, ça, parce que si ce n'est pas diffusé sur l'ensemble du territoire, le réadressage, quand on est dans un état de difficulté physique et mentale terrible, comment ça peut se passer si ce n'est pas dans le service vous voyez, écoutez, il faudra être très attentif, parce que là, on est dans une étape intermédiaire, si j'ose dire, le plus difficile reste à faire. Oui. C'est-à-dire écrire et se donner les moyens. Oui. Et bien évidemment, il y a un consensus pour dire que la loi Claes-Leonetti est méconnue et insuffisamment appliquée. Et incomplète. Voilà. Alors, incomplète, tout en sachant que c'est compliqué, parce qu'on n'a pas d'évaluation de cette loi quand elle est correctement appliquée. Bon, alors, je veux dire, sans rentrer dans les détails, le sujet est éminemment complexe. Et s'il y avait une évolution, il faut s'entourer de toutes les garanties
bien évidemment, pour évaluer cette évolution de la loi vers une égalisation et ou une dépénalisation d'un suicide assisté et ou d'une euthanasie, puisqu'on a vu que même dans la Convention citoyenne, ça fait débat, il n'y a pas de majorité absolue entre les différentes... Est-ce que vous pensez que l'euthanasie, si elle est dans la loi, ça peut être réalisé par des non-médecins, par des soignants, et même des non-soignants, par des associations, par... Écoutez, il semblerait, mais je serais prudent parce que c'est pas l'ordre des médecins à se positionner là-dessus, il semblerait que des législateurs qui ont compté, je fais référence notamment à M. Claes qui est venu dans nos murs aussi, que l'accompagnement médical, si l'aide active à mourir je veux dire, était votée, prévalent. Et que la conception du milieu, enfin la conception associative, ne soit pas le modèle français, mais je serais extrêmement prudent, parce qu'il faut vraiment voir dans l'écriture comment les choses seront... je ne sais pas si... Oui, merci. Je ne sais pas si peut-être Odile Peixoto de BVA, qui va nous présenter son sondage, nous précisera les choses. Y a-t-il un profil des médecins qui sont favorables à l'aide médicale, à l'évolution, à l'aide médicale à mourir, à l'euthanasie, et un profil des médecins qui y serait opposé, selon vous? Alors, il semblerait que les médecins les plus impliqués dans la fin de vie soient moins favorables. Ça interpelle, ça pose question. Pourquoi? Alors que justement, ils sont confrontés quotidiennement à cette fin de vie. Est-ce que vous n'avez pas, une deuxième question, si vous permettez, pour ma part, Bien sûr. est-ce que vous n'avez pas peur que le Conseil de l'ordre des médecins passe à côté d'une grande évolution législative? Non, comme c'est arrivé dans d'autres cas. Oui, c'est arrivé en 1975, j'entends bien. À quoi vous pensez en 75? Interruption volontaire de grossesse, oui, bien sûr. Non, si vous lisez bien le communiqué de presse, et puis l'exégèse de ce communiqué avec des nombreuses prises de parole, non pas de façon un peu rapide l'expression qui était rapportée sur un mode dans la presse lors du communiqué de presse, nous ne disons pas que nous sommes défavorables, nous sommes sur l'euthanasie, nous sommes défavorables à l'implication active du médecin dans l'euthanasie, ce qui est quand même une nuance, plus qu'une nuance, d'importance. D'une part. Deuxièmement, qu'est-ce que ça veut dire, ça, précisément? Précisez-nous, parce qu'on ne comprend pas bien. Vous êtes défavorable? C'est-à-dire que l'expression majoritaire des médecins tombe dans cette enquête, que l'enquête qui a pu être faite et colligée auprès des conseils départementaux et régionaux, la majorité de l'expression majoritaire n'est pas favorable effectivement, à ce que le médecin ait un rôle actif dans l'euthanasie, dont acte. Voilà. Ensuite, pour autant, nous sommes des légalistes. Nous sommes tout à fait conscients de l'évolution sociétale dont la Convention citoyenne a été le reflet fidèle. Donc, il faut admettre de façon apaisée qu'il ne peut pas y avoir un consensus sur l'aide active à mourir, mais ce dont on doit vraiment chercher à tout prix, c'est le consentement dans la qualité des travaux préalables à une évolution éventuelle législative. Il y a une chose qui me pose toujours question, c'est face à ces, j'emploie à nouveau ce terme, ces évolutions vertigineuses, c'est le président de la République qui l'a dit, qu'on dise toujours, oui, mais la loi précédente, Claes-Leonetti, qui était une grande évolution, indiscutable, en réalité, les médecins, les soignants ne la connaissent pas. Ça me paraît toujours étonnant, parce que dans le fond, il y a quand même des études médicales, il y a quand même beaucoup d'associations. Oui. Allez-y, faisons le débat, faites le débat. Oui, excusez-moi, juste un dernier mot. Ce qui est important, c'est les propos liminaires du rapport, qui, au-delà du focus sur la fin de vie, déplore l'état du système de santé français. Et c'est bien, finalement, l'expression la plus douloureuse de l'état de délabrement du système français. Oui, je peux vous le dire. D'accord, mais même, parce qu'elle a raison, parce que même pour la sédation, il y a eu un rapport du Sénat récemment, même sur la sédation profonde et continue, qui est quand même beaucoup plus simple, on va dire, entre guillemets, bon, avec des réserves, que les soins palliatifs qui entraînent. Bon, même ça, c'est pas du tout appliqué, madame, qui est... Juste peut-être
Un petit mot là-dessus. D'abord, effectivement, ce débat qui est d'une complexité extraordinaire arrive à un moment de grande fragilité de notre système de santé et de grande crise dans la démographie soignante, qui pourrait être aussi une nouvelle page d'implication de la citoyenneté dans la santé. Je pense à des formes de médiation. Je vois au quotidien la pauvreté dans nos hôpitaux, même dans l'accueil des patients, le recueil de données dans la relation qui permettent aussi de participer à des décisions de santé plus proches du patient, comment se constitue la famille, comment ça se passait à la maison. Enfin, on est dans un moment effectivement très fragile. Mais pour revenir à cette question de la non-connaissance des lois précédentes, il me semble qu'il nous manque des données plus fines, des données psychosociologiques. Il ne s'agit pas seulement d'un manque de connaissances. Il y avait une forte réticence aussi. C'est une non-application, elle est connue, mais c'est oui. pas appliqué, c'est ça le problème. Oui, tout à fait. C'est quand même beaucoup d'acteurs, notamment d'acteurs de soins palliatifs. Enfin, j'en parle d'un point de vue personnel. Je ne m'appuie pas là sur des études concrètes parce qu'elles manquent actuellement, étaient hostiles à la sédation profonde continue jusqu'au décès. L'avait déjà qualifié d'équivalent d'euthanasie il y a une dizaine d'années. Jean-Léonetti disait qu'il y a une zone grise dans cette... Voilà. Je pense que c'est important. Là, on est dans l'acte soignant, j'ai envie de dire, aujourd'hui. Et c'est très important qu'on mette toutes ces questions au travail dans la communauté soignante. On insiste sur les médecins, mais la clause de conscience, elle doit être aussi une clause de conscience qui concerne les équipes pluriprofessionnelles, parce que dans ces situations de grande fragilité, ça concerne toute une équipe. Et je pense qu'aujourd'hui, il est important qu'on ne soit pas dans un clivage entre l'opinion publique citoyen avec l'expression de la Convention citoyenne et puis les sondages en population générale, et puis la communauté soignante qui serait très inquiète, dont un grand nombre de médecins qui suivent finalement peut-être les professionnels les plus impliqués, c'est-à-dire ceux de soins palliatifs, où il nous faut mettre ça au travail peut-être d'une manière un petit peu nouvelle, où on regarde aussi la dimension subjective, comment on s'est constitué aussi. C'est ce qu'on essaye de faire, parce qu'on parle peu, en fait, dans les débats de professionnels de santé, précisément de ces questions. Alors justement, je voulais vous interroger tous les quatre sur quelques et après, questions on écoutera précises. l'avis des Français. Je vous donne que des mots, et puis vous allez pouvoir parler là-dessus. Discernement, âge, conditions médicales, incurabilité, souffrance, pronostic vital engagé, jamais pour des raisons sociales. Voilà. C'est ce que l'on a retenu dans tous les débats que vous avez eus. Vous pouvez nous expliquer de manière assez pratique, les situations, et ceux qui nous regardent, qu'ils voient bien le cadre un peu de l'évolution possible des choses. Alors effectivement, tous les mots que vous avez prononcés sont fondamentaux quand on commence à réfléchir à ce sujet. Et bien évidemment, c'est ce que la Convention a fait pendant ces 27 jours. On a un petit peu buté justement sur cette question du discernement, qui est extrêmement complexe. Parce que déjà, le discernement, à quel moment ? Est-ce que le discernement au moment des directives anticipées, au moment où survient la fin de vie, très concrètement, est-ce qu'on peut juger quand on est encore plus ou moins dans une bonne santé de ce qu'on vivra, pensera et voudra quand on sera en situation de faiblesse ou de fin de vie ? Voilà, ça c'est... Rien que ça, c'est une notion sur laquelle il n'y a pas de réponse claire, en fait. L'âge, les mineurs. Ça a été, vous l'avez, je ne vais pas dire évacué, mais enfin tout le monde avait l'air d'accord pour dire... Ouais, je pense que là, déjà concentrons-nous sur... On passe à l'avis des Français. Je voulais simplement que peut-être, je vois que Jean-François Delfrécy opine de la tête ou de temps en temps fait comme ça. Alors, non mais aidez-nous, prenez le micro, allez-y. Ça montre que j'écoute bien. Non, deux points peut-être à ce stade du débat. Le premier, c'est qu'on a des équipes de soignants de soins palliatifs qui font un travail admirable. Et on ne le dira jamais assez, qu'il s'agisse d'unités, de services, d'unités mobiles. Bon.
on a quand même, quand on regarde les quelques chiffres qu'on a, il y a 2 points importants. C'est la fin de vie dans les EHPAD. Je vous rappelle que les EHPAD ne sont pas des structures médicalisées, mais qu'on est à domicile dans une chambre d'EHPAD, et qui sont, et la crise Covid l'a bien montré, qu'ils sont de moins en moins médicalisés. Donc c'est une première grande question. De moins en moins médicalisés. Et oui, c'est une réalité. Bon, après, c'est en train peut-être d'être redressé, mais que le modèle EHPAD lui-même est en question, en tout cas, tel qu'on l'a, indépendamment des prises en charge, mais sur l'aspect même médical de point. Donc c'est un premier point. Et deuxièmement, il y a également la fin de vie à domicile, où on est alors parmi, j'évoquais tout à l'heure finalement qu'on avait un ratio d'unités de soins palliatifs qui était à peu près comparable à celui des grandes démocraties européennes, mais on est un des pays, y compris même quand on compare par rapport aux pays du nord de l'Europe, on est un des pays où le pourcentage de décès à domicile est un des plus faibles. Pour des raisons qui sont des raisons pas médicales, qui sont des raisons évidemment sociétales, on est bien d'accord. Mais c'est là où il faut probablement qu'on fasse un effort. Et ma deuxième remarque dans le tour de table est de dire, et pour la vision de, est-ce que finalement, si nous allions vers une aide au suicide assisté, bien sûr qu'il faut qu'on mette des règles extrêmement strictes de décision, comme on le fait maintenant en médecine, avec une décision à plusieurs, pour admettre que ce patient rentre dans le cadre. Bon. Mais sur l'acte lui-même, je dois dire que je m'interroge. C'est-à-dire, est-ce qu'il faut rester dans un modèle à la française tel que vous le suggériez un tout petit peu au niveau du Conseil de l'Ordre, et je comprends votre position, ou est-ce qu'il faut au contraire qu'on profite d'une éventuelle loi pour être un peu disruptif et imaginatif d'un modèle à la française, mais revisité, et de laisser une place au milieu associatif. Et du milieu associatif, je ne parle pas d'une association X ou Y qui porterait le message d'aller vers la fin de vie. Non, le milieu associatif de terrain. Les milieux associatifs, on a une myriade de gens extraordinaires qui, dans les régions et dans les territoires, veulent aider les autres. Mais alors, et donc, pourquoi est-ce qu'on ne tente pas d'organiser finalement, et c'est pas du tout parce que pour aller à l'encontre des médecins, je suis médecin moi-même, je vous le rappelle quand même, parce qu'on me présente souvent comme président de machin truc, mais je suis fondamentalement médecin. Ça ne nous avait pas échappé. Et bien qu'on puisse construire de façon intelligente, avec une place pour, je dirais, que les citoyens puissent aider les autres citoyens. Mais justement, une chose dont on parle peu, c'est l'acte d'euthanasie ou de suicide assisté. Ça correspond à quoi? Il faut une perfusion, on injecte un produit. Comment ça c'est dans la mesure où ça pourrait être fait par des citoyens. Alors, vous savez que à la fois les citoyens, lors de la Convention citoyenne, ont écouté ce qui se passait dans d'autres pays d'Europe ou même en Oregon, qu'il y a eu différentes missions pour regarder ce qui se passait. Moi j'ai passé 3 jours en Suisse. Pour voir comment réellement ça se passait. Bon, d'abord, il n'y a pas eu d'évolution massive en Suisse. J'ai pas l'impression qu'on soit dans une rupture anthropologique de la vie en Suisse par rapport à la vie en France. Et il y a donc une association qui est centralisée en Suisse. Moi, je suis pas sûr qu'il va le faire de centraliser en France, mais qui donne des médicaments qui sont de 3 ordres. Des médicaments qui endorment, des médicaments qui empêchent de vomir parce que ce sont des médicaments qui peuvent entraîner, et à ce moment-là qui ne seraient plus... C'est une prise simultanée. Et donc c'est une prise qui est dans un contexte souvent à domicile et qui est apportée, je dirais, après qu'il y ait eu un aval médical. Donc il y a bien un aval médical, non pas sur le geste lui-même, mais pour considérer que le pronostic vital est réservé à moyen terme, on revient bien sur les termes du CCNE, et ensuite, le geste pratique lui-même est apporté par le milieu associatif. Je ne sais pas ce qu'il faut faire. Et ce n'est pas forcément une injection. Non, ce n'est pas une injection. Ça peut être très très simple. Ce n'est pas une injection. Ah oui, et puis nous, on pensait que c'était plutôt une clinique, mais vous dites à domicile. Ça peut se faire à domicile, je l'ai vu faire à domicile. Évidemment, ça ne sera pas un seul modèle. Mais je dis que, est-ce qu'il faut qu'on reste dans un modèle uniquement médical? On ne va pas passer dans un modèle qui serait
uniquement associatif, mais peut-être que on est plus intelligent qu'on ne le pense en France, toujours. Nous, non, Pascal et moi, non, on le sait. Et on peut peut-être construire un modèle à la française. Chacun parle pour soi. Et ça aurait été bien d'avoir quand même la réponse de Jean-Marcel Mourgue là-dessus. Il est un peu donné, mais on vous écoute. Non, sur le milieu associatif, il y a eu un quiproquo. Je n'ai pas dit dans la position, dans l'expression du Conseil national, qu'il y avait une opposition à toute implication associative. C'est une expression extérieure que nous avons entendue. D'accord. Alors, vous déchargerez peut-être d'ailleurs Odile Peixoto, BVA a fait un sondage exclusif pour les contrepoints de la santé, donc il recoupe sur certains points la Convention citoyenne. Dieu merci, on s'y attendait un peu, mais qui apporte des précisions sur d'autres. On vous écoute. Oui, alors déjà, on a parlé le paysage général, c'est quand même la cote de confiance de l'action du gouvernement en matière de santé qu'on suit depuis décembre 2017. Et qui, ce mois-ci, est à 27%, c'est-à-dire son score historiquement le plus faible. Donc il y a quand même ce problème de la confiance, qui est une espèce de paysage général qui n'est pas quelque chose de très bon pour notre pays au global, je dirais. Alors ce sujet de la fin de vie, il est très délicat à envisager par un simple petit sondage comme celui-là, donc qui reste quand même très humble. Parce qu'effectivement, on est face à des enjeux, on l'a dit, sociétaux, médicaux, éthiques et même ontologiques, parce que finalement, on est les seuls êtres vivants à savoir assez vite qu'on va mourir. On a voulu justement on a bien évoqué, c'est compliqué même quand on exprime ces directives anticipées, après, quand on se rapproche de l'échéance, on peut avoir des changements. On a parlé du discernement, et c'est encore plus vrai dans ces études où finalement on interroge des gens qui sont a priori en bonne santé ou en tout cas très loin de la situation. Donc on a cherché à isoler quand même dans notre échantillon national représentatif classique la part de personnes qui avaient accompagné le décès d'un proche au cours des 5 dernières années. On en a 25% dans notre échantillon. Et également, on a cherché à isoler la part de la population qui avait entendu parler de la Convention citoyenne sur la fin de vie, donc qui était un petit peu plus au courant. Et il y en a 64%. C'est énorme. Voilà. C'est un travail remarquable qui a été souligné, qui a été très médiatisé et effectivement qui fait écho parce qu'il y a toutes les familles de France, à un moment ou à un autre, sont quand même concernées. Donc les chiffres sont similaires à la fois à ceux d'autres sondages et ceux de la Convention citoyenne. On a, alors d'ailleurs par rapport au lieu de décès, les 25% de personnes qui ont accompagné un proche, on a 52% qui sont morts à l'hôpital, 20% dans un EHPAD et 23% à domicile. Voilà, c'est modestement les résultats du sondage là-dessus. Alors les Français se prononcent en faveur de l'aide active à mourir avec des chiffres très proches de la Convention citoyenne. Ils sont favorables à 85% pour l'euthanasie et même très favorables, 48%, c'est énorme. 79% favorables au suicide assisté, 44% très favorables et 75%, je trouve ça intéressant, sont favorables aux deux. C'est-à-dire qu'on est bien, il n'y a pas du tout d'histoire d'opposition ou de clivage d'aucune sorte. On est plutôt dans l'accompagnement via la discussion et la complémentarité finalement de l'action des uns et des autres. Encore une fois, je trouve nos concitoyens formidables. Moi, chaque fois que je les interroge, je trouve que finalement, ils sont formidables parce qu'ils sont aussi en compréhension, ils sont favorables à toutes ces mesures-là, mais ils sont aussi en compréhension de la nécessité d'une clause de conscience pour les soignants. Ils s'expriment à 70% favorables, parce qu'ils comprennent bien que ce n'est pas une situation si facile pour les soignants. Et ils plébiscitent aussi le recours aux associations pour accompagner les personnes, à 82%, avec 40% de très favorables. Donc finalement, c'est l'affaire de tous, c'est un cheminement sociétal et c'est un cheminement intime au cas par cas. C'est ça qui ressort de cette étude. Et pour terminer, en revenant à nos 25% qui ont accompagné le décès d'un proche, puisque là on se rapproche un petit peu plus de la vraie vie quelque part, on a 23% qui nous disent que ça se serait mieux passé, ce décès, si la loi Claes-Leonetti avait été mieux appliquée. Donc il y a quand même
cette application de la loi qui reste quand même un problème. Les Français jugent à 82% qu'elle n'est pas bien appliquée aujourd'hui. 17% qui pensent que ça se serait mieux passé si l'euthanasie avait été mise en place, et 15% si le suicide assisté avait été mieux mis en place. Donc il y a quand même 56% des cas, la majorité qui dit ben non, malheureusement c'est très triste et ça se serait pas mieux passé dans aucun des cas, mais ça c'est la vie. Et donc c'est ce cheminement à la fois intime et sociétal que je trouve assez exemplaire par rapport à un moment où il y a beaucoup de dissensions dans notre société. Je trouve que tout ce travail de réflexion finalement et d'opinion très mesuré qu'il y a dans cette étude, moi je trouve que la société va bien si on lui laisse sa place. Je crois que Odile Peixoto a bien Belle conclusion. Odile Peixoto a bien trouvé son métier. Elle a foi en l'homme et dans les sondages. C'est bien. Dites-moi, Odile, est-ce que, en revanche, ma question, et peut-être les autres répondront aussi, est-ce qu'il y a une stratification sociale, c'est-à-dire est-ce que vous avez étudié ça? Est-ce que les agriculteurs sont plus pour les professions libérales, intellectuelles? Je vous pose la question. Il y a une idée sous-jacente à tout ça, c'est qu'il y a une sagesse populaire. Qu'est-ce que vous diriez de ça? On est sur quelque chose de fondamental qui est la vie. La vie n'a pas besoin d'éducation. La vie, c'est du ressenti. La vie, c'est quelque chose de très puissant et qui est commun à chacun de nous. Il n'y a pas de différence. La seule différence qu'il y a, c'est que les cadres sont plus au courant de la Convention citoyenne. Ils savent ils sont un peu mieux informés. Oui, mais il y a aussi un dicton populaire qui dit qu'il vaut peut-être mieux mourir riche que pauvre. C'est-à-dire que la fin de vie est peut-être moins difficile, non? Alors, non, c'est pas du tout ce qui ressort de cette étude. Et d'ailleurs, les positions favorables ou pas favorables au suicide assisté ou à l'euthanasie ne sont pas différentes entre les personnes qui ont été confrontées, nos 25% confrontés au décès d'un proche, et le reste de la population. Donc il y a quelque chose, vous voyez, de presque transcendant à tout ça. On est dans quelque chose, comme tu disais, de vertigineux. C'est vrai, mais je me suis quand même demandé... Réaction, c'est Pascal. Bon. Il nous reste 5 minutes et on a une question de Renaud. Vous vouliez réagir peut-être, oui? Rapidement. En fait, vous avez dit 85%, ce qui veut de Français qui seraient favorables. Je trouve moi que c'est même plus fort que ce que nous, la Convention, avons exprimé, puisque c'est 76%, donc il y a quand même presque 10 points d'écart. Voilà, je trouve que c'est à noter. On nous a, dans les médias, il y a eu beaucoup de débats sur le fait que nous étions massivement pour. Et je note que sur un sondage en population générale, c'est encore plus haut. Madame. Oui. Moi, d'un mot, je voulais aussi féliciter, comme le faisait Jean-François, comme vous le faisiez, le travail au quotidien dans l'accompagnement soignant et qui est très articulé avec cette magnifique manifestation de démocratie participative d'un sujet qui nous concerne toutes et tous. Et je trouve qu'il y a la même espérance d'une possibilité d'un meilleur accompagnement, que ce soit dans la dimension vraiment très personnelle dans le soin et dans la dimension sociétale collective, quelle que soit l'évolution du droit demain. Parce que le droit, il est binaire, on est en mesure ou pas de se déterminer. La clinique, elle est beaucoup plus fragile et donc tout reste à faire après dans l'interprétation et la mise en œuvre du droit dans la relation de soins. Mais on a beaucoup, comme vous le disiez, Odile, de marqueurs d'espérance dans notre citoyenneté. Une question de Renaud, donc, qui répercute les questions qu'on a sur Internet. Oui, mais, merci Pascal. Il y a une question qui suit exactement le terrain sur lequel vous étiez. C'est-à-dire, aujourd'hui, on vous entendait dire que ce sont des équipes qui accompagnent médical. Quand on parle du côté médical, ce sont des équipes de soins dédiées, y compris à domicile. Comment fait-on pour que les soignants du quotidien, qui, je pense aux médecins traitants, je pense aux infirmiers libéraux qui sont à domicile et qui accompagnent toute cette période qui, avant la fin de vie, ne se sentent pas, alors excusez-moi du mot, mais dépossédés de ce dernier moment d'accompagnement de leurs patients, eux qui sont a priori pas des spécialistes de la fin de vie. Quelle est l'articulation entre vos équipes, les spécialistes de la fin de vie et ces soignants du quotidien? Est-il bon de mettre en place ou de travailler
Ça, c'est un enjeu majeur. C'est vraiment aujourd'hui cette tension extrême entre la médecine technique, la médecine polarisée sur l'hôpital et puis les lieux de vie. Et donc, on a besoin d'énormément de temps d'échange, des temps de coordination, des temps aussi où on co-construit une langue commune. Le soin palliatif est un soin simple qui peut être délivré dans tout lieu où se trouve le malade dont l'état de santé le requiert. Il faut juste qu'on puisse co-construire ensemble, aussi en cherchant les mots justes de l'accompagnement avec le patient et la famille et avec l'ensemble des soignants de proximité au chevet du patient. Mais ça se co-construit dans un espace et dans un temps d'échange qui est aujourd'hui effectivement souvent difficile à trouver. Et c'est là où les questions qui nous occupent ne concernent pas que le soin palliatif et la fin de vie, mais aujourd'hui l'ensemble de notre système de santé et des parcours de soins complexes. Madame, vous dites un soin simple, les soins palliatifs, est-ce que c'est vraiment vrai? Je veux dire, techniquement, les moyens qui sont requis ne sont pas importants. Et on peut le faire. Bon, moi, j'ai pas vu une extraordinaire différence entre il y a 30 ans, quand j'allais en Grande-Bretagne dans les hospices, et aujourd'hui, on a la sulfentanyl, le kétamine, etc. On peut faire des bons soins d'accompagnement, mais il faut vraiment pouvoir effectivement avoir ces temps d'échange, de coordination, de co-construction au plus près du malade, là où il se trouve, en EHPAD, à la maison. Et ça, c'est des moyens humains importants et je le rejoins, je pense qu'on doit être aussi très créatif demain et impliquer plus, je trouve merveilleuse, j'étais aussi associée comme observateur-chercheur à la Convention citoyenne, et de voir cette implication sociétale, là aussi, nous laisse pouvoir envisager d'autres formes d'implication demain, d'associations. Justement, madame, demain, la suite, Pascal, on va conclure parce que ça fait une heure. Donc peut-être un tour de table, un tour de table de la petite table, un tour de table rapide sur quels sont les parce qu'on voit bien qu'il y a plein de sujets encore qui ne sont pas résolus, qui sont compliqués. Qu'est-ce qu'il faut faire pour arriver avant la fin de l'été, comme le président de la République, de l'été, comme l'a dit le président de la République, à une loi et que ça se passe bien, quoi. Alors, en deux mots, qu'est-ce qu'il reste à faire? En deux mots, est-ce que ça va bien se passer? C'est pas si sûr. En deux mots, j'insiste sur les moyens humains. C'est-à-dire que ce temps humain de relation entre soignants, soignés, et qui rejoint le problème plus général de cette notion du temps dans la santé, qui doit être maintenant quelque chose qui doit être plus valorisé qu'on ne l'a fait jusqu'à maintenant. C'est vrai pour les soins palliatifs, c'est vrai, je dirais de façon très très globale dans la santé. Ma génération a poussé énormément les aspects d'innovation technologique, et donc le modèle très, très médical à la française, il doit évoluer vers revenir à du temps humain. Et on voit bien que d'autres aspects vont être pris par de nouveaux acteurs, le numérique, etc. Mais ce temps humain restera fondamental et reste la pierre angulaire de ce qu'est être un soignant. Et au manque de soignants, donc ça sera difficile. Du monde des soignants. Voilà. Moi, je terminerai là-dessus. Après, le reste, il y a un deuxième temps qui est un temps politique qui va se construire. Il y a une ministre dédiée à cette construction. C'est une loi qui va être présentée par le gouvernement. Et il y aura donc de nouveau beaucoup d'auditions, beaucoup de débats à la fois au Sénat et à l'Assemblée nationale. Moi, je suis assez confiant. Vous pensez que ça peut être transpartisan ou je suis assez confiant. D'accord, on n'en dira pas plus. Alors, non, vous, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Augmenter en conclusion? Oui, alors je rejoins complètement Jean-François Delfraissy. Il faut vraiment du temps soignant et effectivement essayer de pouvoir soigner cette polarisation entre le soin technique et le soin d'accompagnement, et là aussi plus de médiation, peut-être pour un tout soignant, des services civiques soignants à tous les âges de la vie. On voit déjà les jeunes dans les hôpitaux, ils peuvent faire un travail de médiation, d'accueil, d'accompagnement tout à fait important, mais ça pourrait être les jeunes retraités demain, ça pourrait être tous les âges de la vie. On a besoin d'un tout soignant. Voilà, c'est important. Madame ? En tant que psychologue, je ne peux que cautionner... Et conventionnel. Et conventionnel, oui. Cette histoire de temps humain, qui est fondamentale. Par contre, et là, ce sera mon opinion de conventionnel qui était contre l'ouverture, c'est l'histoire des garde-fous qui, moi, me semble très importante à prendre en compte,
il semble quand même que dans les autres pays où l'AM a été ouverte, progressivement, les garde-fous, ou en tout cas les limitations, sautent petit à petit, parce que finalement, ce qu'on voit, c'est que ouvrir pour un, c'est ouvrir pour tous. Et moi, je trouve que c'est là où il y a le danger. Pour vous. Ouais. C'est ça, d'accord. Jean-Marcel Moreau. Il y aurait beaucoup de choses à dire. Je pense qu'en ce qui concerne la fin de vie, la majorité de nos concitoyens expriment le fait de mourir à la maison, à domicile. Et c'est vraiment l'exemple type où il faut recentrer la réflexion de la réforme de notre système de santé sur le parcours de soins. On est dans un système excessivement cloisonné, diarchique, ville, hôpital, État, assurance maladie. Voilà une belle initiative où on pourrait enfin donner du sens aux soignants, quitte même à revisiter le modèle économique, même si ce n'est pas la fonction de l'ordre. Ça, c'est une chose. La deuxième chose, je crois qu'il faut éviter les dissensus quand on peut les éviter. La société est suffisamment crispée ainsi. La clause de conscience, dès lors que la loi prévoit un réadressage, elle est l'expression aussi d'une majorité des citoyens et des citoyennes de la Convention, dont acte. Donc je pense que vraiment, il y a de très nombreux points de convergence qui existent. Il faut savoir, au contraire, travailler dessus. On est vraiment dans une écoute réciproque. Voilà. Pascal, conclusion. Bien, oui. Alors, je ne peux quand même, pour détendre l'atmosphère, citer Pierre Dac. Je crains le pire. Pierre Dac, qui disait « Si les gens ont peur de la mort, elle ne craint personne. » Voilà. Merci en tout cas de nous avoir suivis pour ce débat, qui est évidemment un débat essentiel, vertigineux, et qui nous permet de remercier l'ensemble des équipes qui l'ont permis de nous retrouver. Françoise Millet, Nathalie Rattel, Emmanuel Tay, Philippe Anglade, la veille des acteurs de la santé, LDC Santé, Hortus, et Stéphanie Chézot, que nous remercions. Merci à la Ville AM de nous accueillir. Merci à nos partenaires, BVA, le groupe Pasteur Mutualité, MSD, Point Vision et CARE. Et nous saluons Olivier. Merci et à la prochaine fois.